BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité est donc Martin Casier, député bruxellois et vice-président de la Fédération bruxelloise du Parti socialiste. Est-ce que Paul Magnette a commis une erreur en sabotant, c'est le terme souvent utilisé, la fin de la mission de Koen Geens ? Non, mais je pense qu'il faut quand même bien se rappeler l'historique. Depuis le début, le Parti socialiste dit, redit et re-redit et re-redit dans toutes les langues que nous ne souhaitons pas partir dans un gouvernement avec la NVA parce que nous n'avons a priori rien à partager dans le cadre du programme avec eux. Donc quand Paul Magnette le redit pour la millième fois cette fois-ci, je pense qu'il ne sabote rien du tout. Il a simplement confirmé que nous ne souhaitons pas aller au gouvernement dans une logique soit de division de la Belgique, soit d'abandon social. Ouais. Mais l'affirmer de manière aussi forte un vendredi matin, alors qu'on sait que Koen Geens doit rendre son rapport 3 jours après le lundi, c'est pas une manière quand même un petit peu d'accélérer les choses et de débrancher la prise alors qu'on aurait pu laisser le chargé de mission royale aller au bout de sa mission ? Mais on n'a rien dit de neuf. Non, mais je le dis explicitement, relisez la presse depuis juillet. On n'a rien dit de neuf. Donc je pense que quand Paul Magnette le redit ici, il est simplement dans la droite ligne de toutes les sorties. Pourquoi est-ce que ça a provoqué autant d'émoi et que Koen Geens a préféré en rendre son tablier sincèrement, demandez-le à Koen Geens et demandez-le au CDNV parce que je ne comprends pas la surprise feinte, qui est complètement feinte de cette situation. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Nous, si on part au gouvernement, c'est pas pour scinder la Belgique et c'est pas pour faire un dépeçage de la sécurité sociale. Ouais. C'est tout simple. Et donc fermer de manière ferme et définitive la porte de la NVA, c'était pas quand même une manière de bloquer le jeu et peut-être de nier un peu la réalité démocratique en Flandre ? Et la réalité démocratique, c'est quoi ? C'est de faire une majorité sur base des résultats d'une élection dans un parlement. Et on l'a assez dit. Les résultats des élections de mai, parce qu'on les oublie là à force d'être dans ces discussions ici, mais c'était quoi ? Les principaux résultats, c'était la demande de la population, finalement, d'avoir une politique différente de celle qui avait été menée par le gouvernement MRNVA. Je rappelle que le gouvernement qui perd le plus de plumes dans quasiment l'histoire récente de la Belgique. Donc il faut quand même bien se rappeler ça. Ça reste le premier parti flamand, la NVA, avec sûr, 1 million d'électeurs. La question n'est pas de celle-là. Et on ne va pas faire un gouvernement avec le Belang. Non, bien sûr, mais la question n'est pas du tout de dénigrer la NVA et de dénigrer son projet politique. Simplement, nous, ce que nous disons, c'est nous ne sommes pas d'accord avec leur projet politique. Et nous ne savons pas nous mettre d'accord sur un projet politique. Mais la démocratie participative, la démocratie, proportionnelle et la culture politique belge de cette culture du compromis, ça n'impose pas de négocier justement avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous ? Non, mais bien sûr. Mais la question, c'est de négocier pour obtenir quoi ? Le constat aujourd'hui, mais qu'on pose depuis le début, et je le répète depuis le début de ces négociations, c'est qu'avec la NVA, on n'est pas capable de faire un compromis satisfaisant. Donc ça, c'est définitif ? Écoutez, oui, ça me paraît très clair. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez à Theo Franken qui disait ce matin la coalition Vivaldi, c'est la partition parfaite pour la fin de la Belgique. C'est-à-dire que si on fait un gouvernement sans la NVA, le coup d'après, ce sera sans doute l'explosion du royaume. Écoutez, moi je comprends bien que la NVA soit énervée qu'on fasse un gouvernement sans eux. Je rappelle aussi que par ailleurs pour le PS, il n'y a pas de nécessité à faire un gouvernement avec nous. On l'a redit aussi. Si d'autres partis veulent faire une autre majorité, qu'ils la fassent. On n'est pas là à courir derrière le pouvoir. Je pense que par rapport à ce que Theo Franken disait, je crois que quand on regarde la fin du gouvernement MRNVA où il n'y avait qu'un seul parti francophone qui était le MR, pour autant la Belgique a tenu. Donc je comprends bien qu'on est dans des moments de tension très très forte autour de ces questions. Et c'est vrai évidemment qu'on n'a pas envie de démontrer aujourd'hui qu'on ne prend pas en compte la voix des Flamands. Mais l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait comme projet politique ? Si on doit revoter dans quelques mois, le PS est prêt ? Vous avez déjà vos slogans, vos affiches ? Le PS est prêt, on n'a évidemment pas peur du moment de l'élection. C'est quand même le plus beau moment démocratique, c'est d'aller aux élections. Donc on est prêt à ça. C'est pas pour autant qu'on demande explicitement. On pense qu'effectivement, il faut pas explicitement. Non, mais je implicitement. Crois que... Non. On ne va pas tirer la prise comme d'autres l'ont fait dans le passé. Et je pense que c'est important. Il faut respecter nos institutions. Il faut respecter la démocratie. Ça n'a pas l'air de vous faire peur, là. Je vous entends plutôt même un petit peu chaud. Non, mais il n'y a pas à avoir peur dans le moment d'élection. Et c'est aussi pour ça que j'avoue que je ne comprends pas bien l'attitude de la NVA par rapport à ça. À forcer la mise en place d'un gouvernement avec lequel, finalement, eux-mêmes, et d'ailleurs ils le disent, quand on écoute même encore l'Open-VLD qui disait « mais la note Magnette était imbuvable parce qu'elle était beaucoup trop à gauche ». Mais l'objectif, c'est quand même pas de faire des petits arrangements entre amis. L'objectif, c'est de faire un projet politique. Olivier Minguin, hier à ce micro, il était à votre place, mais aussi Charles Piquet, c'était lui à l'entrée du bureau du Parti socialiste, ont tous les deux dit on n'échappera pas maintenant à une grande réforme institutionnelle. C'est aussi votre conviction ? Écoutez, en tout cas, je crois qu'il faut tirer... Il faut la préparer ? Il faut tirer les conclusions de la situation actuelle.
on voit bien que le fonctionnement habituel de nos organisations, de nos institutions et de l'État ne fonctionne plus bien. Donc il faut une réforme de l'État. Donc je pense qu'en tout cas, il va falloir, et finalement c'est en droite ligne aussi avec ce qui est dans le programme du PS, il va falloir se donner le temps, peut-être aussi avec des citoyens, comme c'est dans notre programme avec l'idée d'avoir un Sénat beaucoup plus participatif avec des politiques, des citoyens, repenser effectivement un petit peu l'organisation de l'État, mais je crois que c'est pas la priorité. Ça veut dire qu'on va arrêter avec ce scrutin à la proportionnelle et cette division entre les circonscriptions, les néerlandophones d'un côté, les francophones de l'autre. Aujourd'hui, il faut former un gouvernement pour défendre un projet social et il faut surtout pas abandonner ça, c'est une priorité. Mais je crois qu'effectivement, il va falloir tirer des conclusions sur le fait qu'on voit bien qu'on va de plus en plus vers des difficultés pour former un gouvernement. Il faudrait être aveugle. Donc il faut une réforme de l'État. Est-ce que les francophones sont prêts à la négocier ? On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment un front francophone, pour reprendre l'expression de Bart de Wever. Je crois que, allez, sincèrement, quand vous dites réforme de l'État, on n'est pas de nouveau en train de faire des petits arrangements, des petites divisions de compétences pour donner plus de pouvoir ou plus de pouvoir à l'un ou plus de pouvoir à l'autre. Je pense qu'il faut sereinement tirer les conclusions de la situation actuelle, qui est de dire, en fait, on voit bien que ça devient de plus en plus difficile. Simplement, aujourd'hui, on a aussi une responsabilité d'aller jusqu'au bout et d'essayer de former ce gouvernement. Si on n'y arrive pas, eh bien, nous irons aux élections, on n'a pas peur. Si on y arrive, très bien. Et la question, c'est avec quel programme politique. Donc, une réforme de l'État, c'est pas aujourd'hui le débat, mais la conclusion est simplement qu'on va devoir tirer les conséquences de ces difficultés qu'on a depuis plusieurs années maintenant. Les contrôles des personnes âgées qui bénéficient d'une allocation GRAPA, comme on l'appelle, ces contrôles, ils sont légitimes ou ils sont pas légitimes ? Peut-être d'abord parce que je suis pas sûr que tous les auditeurs savent bien de quoi on parle. Donc la GRAPA, c'est un complément quand on a une pension trop petite pour arriver au moins au seuil de pauvreté. Ouais. Oui, et encore, il faut bien dire que même avec la GRAPA, on n'arrive pas toujours au seuil de pauvreté. Donc c'est bien un complément social pour les personnes qui ont des toutes petites pensions et qui n'arrivent pas au seuil de pauvreté. Donc aujourd'hui, qu'on dise que ce complément social soit conditionné à vivre sur le territoire, on n'a jamais résider en Belgique et pas être parti toute l'année à l'étranger. Exactement. Oui. Ce qui devient aujourd'hui absolument inique, c'est que vous avez un facteur qui n'y est pour rien, on lui a demandé malheureusement, qui va vérifier votre présence dans votre appartement, c'est-à-dire que si vous êtes parti faire des courses, parti voir votre famille, parti en week-end, parti même quelques jours en congé, et que vous n'êtes pas là 3 fois de suite à un contrôle, il y a toute une pression, il y a une situation de stress, on doit se justifier, enfin ça n'a aucun sens. Je vous pose cette question parce que vous participiez à une manifestation hier avec la Ligue des droits humains et le gang des vieux en colère. Qu'est-ce que vous demandez ? Donc les contrôles, ils sont pas illégitimes, c'est la forme qui ne va pas ? En tout cas, personne ne remet en cause la question que la GRAPA doit être conditionnée à la vie sur le territoire belge, majoritairement. Il faut être résident en Belgique pour le toucher. Mais la question, c'est effectivement comment on le contrôle et puis quelles sont les conditions qu'on met à ça. Il y a d'autres revenus sociaux, par exemple, qui ne sont pas conditionnés à aussi peu de jours sur le territoire. Donc il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas avec la manière dont à la fois on contrôle et les conditions qu'on a fixées aujourd'hui. Mais c'est un contrôle par an ou un contrôle tous les 2 ans, c'est trop ? Oui, mais allez, mettez-vous, il faut bien se mettre à la place des personnes dont on parle. On est parmi des personnes âgées, précarisées. Ces gens, on va quand même pas les assigner à domicile parce qu'il y a peut-être un facteur qui va venir vérifier s'ils sont là ou pas. C'est bien de ça dont on parle. Il passe 3 fois le facteur. Oui, mais qu'est-ce que vous faites de votre vie, monsieur Grosfilet ? Moi, je vais faire les courses. Les personnes plus âgées, elles vont faire les courses aussi. Elles ont envie de voir leurs petits-enfants. Elles se déplacent. En fait, aujourd'hui, ce qu'on est en train de leur retirer, c'est cette capacité-là. Ça, c'est indigne. Ouais, ça veut dire quoi ? Que vous demandez à ce qu'on retire ce mécanisme de contrôle ou qu'on l'adapte ? C'est ça qui était demandé au cabinet de Daniel Bacal, ministre des Pensions hier ? Oui, exactement, bien sûr. Que ce mécanisme de contrôle-là, il n'est pas acceptable. Ouais. Vous êtes content d'être vice-président de la Fédération bruxelloise du Parti Socialiste ? Content, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle charge. Oui, parce vous êtes un des adjoints donc, de Ahmed Lawège à ce poste, avec Isabelle Emery. Oui, tout à fait. C'est quoi votre fonction ? Écoutez, nous, en fait, là, pour l'instant, on travaille de manière très, très collégiale avec Ahmed, avec Isabelle, sur l'ensemble des décisions qu'une fédération doit prendre. Et puis, on est en train de faire un tour de toutes les sections bruxelloises du Parti Socialiste, pour aller récolter auprès de ces sections leurs priorités, leurs enjeux, leurs réalités locales, et définir un projet d'action pour les mois qui viennent et les années qui viennent. Il y a eu quand même 2 moments de tension dans la Fédération bruxelloise du Parti Socialiste. C'est l'élection avec Ahmed Lawège face à Rachid Madran, avec une victoire qui a été quand même relativement serrée, même très serrée, et puis l'éviction d'Emir Kir du Parti Socialiste. Est-ce qu'il faut panser les plaies ou est-ce qu'il ne s'est rien passé et tout va bien ? Ah non, mais il s'est passé des choses. On ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Bien sûr qu'il se sont passées des choses. Et vous avez raison de le dire, l'élection a été serrée. Donc, penser les plaies, je ne crois pas. Parce que je ne crois pas que la blessure soit si profonde que ce que laisserait penser le mot « penser les plaies ». Mais la réalité, bien sûr qu'on doit faire un travail de rassemblement. Mais ce travail, il est en cours. Et moi, je vous avoue très sincèrement que je trouve que, en fait, on est en train de constater aujourd'hui, je l'ai d'ailleurs dit encore récemment, mais que je trouve que le groupe, le fonctionnement est en train de très très bien se mettre en place. Et donc le groupe au Parlement bruxellois dont vous faites partie. Oui, mais le groupe socialiste bruxellois
bruxellois, les socialistes bruxellois font groupe aujourd'hui et on n'est pas dans des divisions et dans des guéguerres personnelles. Alors on parlera de Watermal-Boisfort, c'est votre commune, et on parlera également de la rénovation, de la construction d'écoles juste après le journal. BX1+. L'invité de Fabrice Grosfilet. Mais tout de suite, on retrouve donc Martin Casier, député bruxellois pour le Parti socialiste. Je ne vais pas vous demander de répondre à Benjamin Dahl, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé tout à l'heure, mais je voudrais quand même avoir votre réaction sur le premier reportage de ce journal sur les écoles qui se revendent du matériel scolaire entre elles. C'est la bonne solution ? En tout cas, je trouve que c'est intéressant et intelligent de se dire qu'on est dans une réflexion globale de tout ce qu'est économie circulaire, de comment ne pas jeter des choses qui sont utiles et tout ça. Et en ce sens, je trouve que c'est une belle initiative. Ça ne va évidemment pas régler le problème du matériel et de l'obsolescence parfois du matériel de nos écoles, mais je trouve que c'est une très très belle initiative et je peux que féliciter les professeurs qui se sont lancés là-dedans. Ça dit pas beaucoup du manque d'investissement ou du manque de moyens de certaines écoles ? Ça dit surtout qu'en fait, il y a du matériel que certaines écoles n'ont plus besoin parce qu'ils font l'enseignement différemment ou parce qu'ils ont d'autres manières de le faire et que d'autres en ont besoin et que c'est plus intelligent de la réutiliser plutôt que de le jeter et de devoir en racheter. Je crois que c'est surtout ça que ça dit. Ouais. Yves, on aura besoin du privé pour assurer la rénovation et la construction des écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Oui, peut-être juste rappeler qu'effectivement, on est face à un défi absolument gigantesque en termes de rénovation scolaire. 1 milliard, 1,2 milliard d'euros aujourd'hui estimés pour pouvoir rénover toutes nos écoles. Vous aviez participé à un face-à-face sur cette question, sur cette antenne. Oui, et je vois qu'on est toujours dans la même ligne du côté du cabinet de Frédéric Dardenne, du ministre compétent des bâtiments scolaires, qui est de dire que, on doit trouver évidemment des solutions et que le privé est peut-être une partie de la solution, singulièrement sur les questions d'économie d'énergie, mais qu'on est bien conscient que dans les partenariats publics-privés, comme on les appelle au sens plus large, ce n'est pas toujours dans l'intérêt du public. Ouais, vous restez relativement frileux sur les partenariats publics-privés. Mais je pense qu'on connaît les dérives qui peuvent y avoir. Donc si c'est pour finalement que ça nous coûte plus cher dans le cadre d'un partenariat. Donc l'idée, j'explique pour tout le monde, c'est que le privé investisse dans la rénovation, la construction d'un bâtiment, et puis le public loue ensuite ce bâtiment au privé. Ouais. Et parfois ça se passe très bien, et si on arrive à baliser ça, et singulièrement par exemple pour des économies d'énergie, parce que ça fonctionne très bien, pourquoi pas. Mais je pense que dans le reste des modèles, c'est probablement pas le plus intéressant qui se dégage. Un partenariat citoyen, comme l'évoque Frédéric Dardenne dans la presse, ça c'est envisageable ? Oui, je pense ça veut dire faire appel à l'épargne populaire, donc lancer un emprunt pour que les gens puissent investir aient envie d'investir dans les écoles. Écoutez, moi je pense que trouver le 1,2 milliard, il va falloir être original dans les manières de mettre ça en place, et je trouve que c'est une belle idée, oui, à tester bien sûr. Alors vous êtes conseiller communal aussi à Watermal-Boisfort. C'est quoi l'enjeu pour le PS à Watermal ? Pour le PS, je pense que la question elle se pose différemment. C'est quoi l'enjeu pour la commune dans son ensemble et comment est-ce qu'on la voit évoluer ? Je crois que on a une commune qui est singulière parce que c'est la 4e commune la plus inégalitaire de la région bruxelloise, alors qu'on a toujours l'impression comme ça que Watermal-Boisfort est une commune de riches, comme on le dit souvent. Moi, j'assistais encore il y a quelques jours à un débat autour de la pauvreté dans la commune, et quand on y est confronté, on se rend quand même compte que c'est les vraies situations humaines de beaucoup de personnes. Donc je crois que dans les grands enjeux qui se dégagent pour la commune, il y a tout évidemment la place et l'accompagnement que la commune va mettre en place, qu'en fait, on a encore trop peu sur l'accompagnement social de toutes ces populations qui sont plus précarisées. Et je crois qu'aujourd'hui... Vous arrivez à porter ce message-là depuis l'opposition ? Vous avez 3 conseillers communaux seulement. Alors, on a 3 conseillers communaux. Vous avez fait 10% des voix dans les élections communales. Porter le message, on peut le faire. On le fait. Être entendu, ça, c'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, on porte ce message. Donc, le bourgmestre aujourd'hui, c'est Olivier Deleuze. 34% des voix dans les élections communales pour Écolo. Puis c'était Defi. Puis c'était le mouvement réformateur en 3e position. Donc, vous êtes quand même assez loin derrière. C'est quoi l'objectif pour les prochaines communales pour Martin Casier ? Entrer dans une majorité ? Moi, je crois que dans le sud de Bruxelles, le Parti socialiste n'est pas suffisamment présent et que donc, bien sûr, on doit se renforcer. Et si, dans le cadre de ce renforcement, on est capable de monter dans des majorités, très bien. Mais la question, c'est à nouveau pour faire quoi ? Parce que la politique, c'est pas juste de se mettre d'accord, c'est savoir ce qu'on veut défendre. Et donc, s'il y a des possibilités avec des bons programmes qui sont des programmes sociaux, bien sûr. Ça veut dire qu'on a plus de chances de vous voir avec Écolo ou Défi qu'avec le mouvement réformateur à Watermal-Boisfort ? Ça, c'est vous qui tirez la conclusion, mais c'est clair que... Vous me parlez de programmes sociaux. Oui, bien sûr qu'il faut se mettre d'accord. Je connais un tout petit peu la politique. Non, mais bien sûr, donc il faut effectivement se mettre d'accord sur les programmes. Maintenant, je crois que dans des enjeux communaux aussi, parfois les positions idéologiques des partis sont moins fortes parce qu'il s'agit de gérer un plus petit territoire et de le gérer en bon père de famille de la meilleure manière possible. Donc je crois qu'il n'y a pas d'exclusive au sein des partis, ce serait ridicule. Mais la ça veut dire David Lester, le président du CPS, il peut avoir un programme social. J'ai bien décodé. David Lester, il est aujourd'hui président du CPS et de notre avis et de l'avis de tout le monde, il mène là une politique qui est assez correcte. On pense qu'il devrait aller
aller beaucoup plus loin, être plus innovant, mais en tout cas, le CPS joue son rôle à Watermal-Boisfort. Martin Casier, député bruxellois, était notre invité sur BX1 ce midi. Merci beaucoup.